nous allons aborder la question du fonctionnement cérébral et de son rapport avec la réflexion stratégique. Il est évident que dans la réflexion stratégique, il y a grosso modo 3 étapes. La première étape, c'est la compréhension du milieu dans lequel j'opère, ce qu'on appelle le marché, qu'il soit local, national, international, mondial. Cette compréhension du marché doit aboutir à ce qu'on appelle en psychologie une représentation, c'est-à-dire une ou plusieurs images. Une fois que cette représentation est acquise, vient la réflexion sur que faire. Et donc à ce moment-là, il nous faut penser le différent à partir du semblable, il nous faut imaginer un autre champ de bataille, ou ce à quoi ressemblera le champ de bataille une fois que nous serons intervenus. Enfin, avant de se lancer dans l'action, il y a quand même une réflexion pour évaluer un certain nombre de risques, voir si les bénéfices seront au rendez-vous, etc. Bien évidemment, ces 3 mécanismes cérébraux, ces 3 modes de réflexion ne vont pas s'enchaîner de façon linéaire, mais un peu comme une spirale de type Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire une représentation du terrain, des idées d'action, des risques potentiels, du coup un recalage sur la représentation du terrain, à nouveau une évaluation de ce qui peut être fait, etc. Mais ce qu'il est important de garder en mémoire, ce sont ces 3 types, on pourrait presque dire, d'intelligence. Intelligence à maîtriser la représentation et la compréhension du terrain, capacité à innover, à trouver des solutions, et enfin, une certaine obsessionnalité dans la vérification, dans la chasse aux points faibles, etc. Il se trouve que notre cerveau, dans ces 3 étapes, fait appel à des fonctionnements différents. En termes techniques, on parlera de systèmes d'inférence différents. Qu'est-ce qu'une inférence? Une inférence, c'est la capacité à percevoir quelque chose, à le rassembler avec d'autres éléments et à faire des choix. Il y a différents types d'inférences cérébrales. Nous allons partir par celle que nous connaissons le mieux en France, l'inférence déductive. L'inférence déductive, je pars du général, je vais vers le particulier. C'est un système d'inférence qui structure encore globalement l'enseignement et qui malheureusement n'est pas le plus utile en stratégie. Mais certains diraient que les philosophes sont passés par là, la dualité cartésienne, le découpage d'un problème en mini-problèmes, l'analyse des causes, autrement dit, la vision cartésienne du monde est une vision qui fait appel à des capacités de déduction. En revanche, analyser un terrain, comprendre ce qui s'y passe, en obtenir une représentation, c'est-à-dire une image qui peut être opérante. Si je suis marin et que j'observe la mer,
Ce n'est pas forcément à un moment donné la densité des crevettes qui m'intéresse, sauf si je suis pêcheur. On voit bien que la représentation, suivant que je suis au commandement d'un navire marchand, d'un navire militaire ou d'un navire de marin-pêcheur, la représentation qui est opérante pour moi de la mer est quand même assez différente. Construire une représentation est un mécanisme qu'on appelle un mécanisme d'induction. L'induction consiste à partir du particulier pour aller vers le général. Un médecin doit être dans une démarche inductive puisqu'on lui décrit des symptômes et qu'il doit à partir de là imaginer, supposer la maladie que nous avons. Et on voit bien que le médecin établit une représentation du corps malade. C'est assez ennuyeux d'ailleurs s'il crée une mauvaise représentation ou si sa représentation n'est pas opérante. Le juge d'instruction devrait bien évidemment être fondamentalement inductif, collecter des éléments sur une scène de crime pour essayer de savoir comment ça s'est passé. Les Français ne sont pas du tout inductifs, les Latins en général d'ailleurs pas du tout, alors que les Anglo-Saxons le sont et que leur système d'enseignement est totalement tourné vers l'induction. Il y a donc, je dirais, deux systèmes de pensée fort différents. On est inductif d'un côté de l'Atlantique et déductif de l'autre. En stratégie, il faut être inductif. Et si vous regardez les outils des forces de porteurs, ce sont des outils qui viennent au secours de l'induction. C'est un peu tout bête, les forces de porteurs. Si je vais aux champignons, je prends des paniers, et donc dans un panier, je mets les champignons que je connais et qui sont bons. Dans un autre panier, je mets les champignons qui sont mauvais, mais que je veux montrer à quelqu'un. Dans un troisième panier, je mettrai les champignons que je ne connais pas et que je vais montrer au pharmacien. Et peut-être que j'aurai un quatrième panier en disant, si je trouve autre chose que des champignons, je pourrais peut-être quand même le rapporter. Et on voit bien donc que c'est une démarche inductive. Je ne sais pas ce que je vais trouver en forêt, mais je vais collecter les éléments. Et derrière, j'aurai une représentation de la forêt qui me dira, c'est une forêt géniale pour y trouver des cèpes, ou au contraire, fabuleuse pour les trompettes de la mort ou d'autres types de champignons. On notera que le mécanisme d'induction suppose une éducation particulière et très favorable au fonctionnement groupal, puisque quand on est en groupe, on collecte plus rapidement les éléments particuliers qui vont construire ou qui vont permettre de construire une représentation qu'on pourra partager collectivement. De là, habituellement, la dynamique de groupe anglo-saxonne est beaucoup plus apaisée que la dynamique de groupe latine, qui est une dynamique de groupe dans laquelle on s'affronte, puisqu'on s'affronte à partir de raisonnements qui sont différents, d'hypothèses qui sont contradictoires, et finalement quelquefois même de déductions faites par les uns et les autres qui ne sont pas partageables. Mais me direz-vous, comment faire marcher la boîte à idées ? Pour reprendre l'expression du début de cet entretien, comment faire émerger le différent à partir du semblable ? Ce processus est un processus d'inférence cérébrale qui s'appelle l'abduction. Les anglo-saxons ont inventé le mot de serendipity, sérendipité en français. Je préfère par souci de cohérence employer le mot d'abduction, puisque finalement il fait écho à la déduction et à l'induction. Pour comprendre ce qu'est l'abduction, il faut revenir au fonctionnement cérébral. Le cerveau est une machine relativement lente. C'est-à-dire que l'information circule tranquillement le long des neurones par le transport d'ions. Nous sommes au niveau de dizaines de millisecondes, ce qui est relativement lent, par rapport d'ailleurs à d'autres modes de transport d'information comme l'électricité qui sont beaucoup plus rapides. Donc certains vont dire, mais l'ordinateur est plus rapide que le cerveau. En vitesse instantanée, oui. Mais en revanche,
où le cerveau est relativement puissant, et quand on dit relativement, il est extraordinairement puissant, c'est qu'il est capable de gérer des centaines de milliards d'informations au même instant. C'est-à-dire que chaque neurone, il y en aurait environ 100 milliards, est connecté à une dizaine de milliers d'autres neurones. Ça fait donc un nombre incroyable de connexions. Et que quand nous parlons, quand nous regardons, quand nous écoutons, quand nous sentons, quand nous réfléchissons, tous ces neurones sont en pleine activité et arrivent à manipuler des images. Donc en un cycle cérébral, on manipule une représentation complète, c'est-à-dire un très grand nombre d'informations. Vous noterez d'ailleurs qu'une image contient énormément d'informations, là où une équation mathématique, des chiffres, en contiennent très peu. Mais la capacité d'abduction doit se cultiver. Ceux qui ont la meilleure capacité d'abduction sont les Chinois, parce que leur langage est par nature abductif, c'est un langage imagé. Des études que j'ai menées il y a quelques années, avec une de mes filles qui est psychologue différentielle, nous a permis de constater qu'en France, les capacités d'abduction étaient tuées, je dis bien tuées, par les études supérieures. Autrement dit, on a une capacité d'abduction relativement forte, voire très forte, sur des gens qui sont dans le secondaire en début, voire en fin de terminale, et qu'une fois en école ou en université, les capacités d'abduction décroissent très rapidement pour être anéanties si cela dure trop longtemps. Les entrepreneurs reconnaîtront d'ailleurs que les autodidactes sont de bons entrepreneurs dans la mesure où ils ont probablement des capacités d'abduction qui sont bien meilleures que celles qui restent chez ceux qui ont fait des études trop poussées. En stratégie, donc, 3 temps. Un temps pour l'induction, un temps pour l'abduction et un temps pour la déduction, c'est-à-dire effectivement faire des analyses de risque, faire des analyses financières et reboucler. Peut-être une note d'optimisme en disant « et que puis-je faire si mes capacités d'abduction ont été détruites par mes études supérieures ou si je n'ai pas fait travailler mon cerveau ?» La plasticité cérébrale est telle qu'on peut en quelques années récupérer très rapidement des capacités d'abduction. Donc quelques années, à l'échelle du cerveau, de 3 à 6 ans est une période raisonnable avec un travail régulier. Les capacités, évidemment, de déduction ont tendance à créer des empreintes cérébrales et donc à gêner le passage dans d'autres modes d'inférence. Et là, il y a tout un travail d'entraînement où l'étude de cas par excellence demande un très gros travail d'induction, un très gros travail d'abduction et un très gros travail aussi de déduction.